Lennox Taylor a décidé de rendre visite à sa mère dans une maison de retraite avant la date prévue, poussé par une étrange intuition. Mais une fois sur place, un simple regard échangé avec elle lui fit comprendre que quelque chose clochait. Ce n'est qu'après avoir installé une petite caméra cachée dans sa chambre qu'il découvrit la vérité. Et lorsqu'il vit les images, ses mains se mirent à trembler. Lennox gara sa voiture sur le parking de la résidence Soleil Couchant, le cœur serré sans vraiment savoir pourquoi. Cela ne faisait que 2 semaines depuis sa dernière visite à sa mère, mais quelque chose le poussait à revenir plus tôt que prévu. Était-ce ce ton étrange dans la voix d'Adeline lors de leur dernier appel ou cette intuition que seuls les enfants ont quand quelque chose ne va pas avec leurs parents? Bonjour, Monsieur Taylor. Une visite imprévue aujourd'hui, l'accueillit la réceptionniste avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. J'ai eu envie de faire une surprise à ma mère, répondit Lennox en tentant de paraître détendu. Comment va-t-elle? Madame Adeline est stable comme toujours, répondit-elle rapidement avant de se replonger dans son écran. Chambre 207. Comme vous le savez. Lennox parcourut les couloirs et remarqua que, malgré les murs fraîchement repeints, l'endroit lui semblait plus froid qu'avant. L'odeur de désinfectant était plus forte, presque comme si elle cherchait à masquer autre chose. Lorsqu'il frappa à la porte de la chambre 207, aucun son ne répondit. Il l'ouvrit doucement. Maman, c'est moi, Lennox. Adeline était assise près de la fenêtre, fixant le jardin. Elle ne tourna pas la tête lorsqu'il entra, ni même lorsqu'il s'approcha. Ses yeux, autrefois toujours vifs, même dans les moments les plus difficiles, semblaient aujourd'hui éteints. « Bonjour, mon fils. » Sa voix était faible, à peine un murmure. Lennox s'agenouilla près d'elle et remarqua ses doigts tremblants posés sur ses genoux. Elle avait toujours été une femme forte, ayant élevé 2 enfants seuls après la mort prématurée de son mari. Une femme qui avait affronté le racisme la tête haute à une époque encore plus dure. Voir cet esprit brisé lui serra le cœur. « Tu vas bien, maman? Tu as l'air différente. »« Je suis juste fatiguée aujourd'hui, » répondit-elle sans le regarder. « Tu es sûre? Tu peux tout me dire, tu le sais. » Adeline finit par le regarder et quelque chose dans ses yeux donna des frissons à Lennox, comme si elle voulait dire quelque chose mais n'en avait pas le droit. « Tout va. » commença-t-elle, mais la porte s'ouvrit brusquement. « C'est l'heure des médicaments, Madame Taylor, » annonça l'aide-soignante en entrant à la hâte. Son badge indiquait qu'elle s'appelait Marla. « Oh, nous avons de la visite. » Lennox remarqua aussitôt comment sa mère se recroquevilla légèrement en entendant cette voix. « Je suis Lennox, son fils. »« Bien sûr, bien sûr. »« Je dois lui donner ses médicaments maintenant, si ça ne vous dérange pas. » Son ton se voulait professionnel, mais il y avait une impatience à peine dissimulée dans sa voix. « Je peux rester? » « Comme vous voulez, » répondit Marla en plaçant rapidement les comprimés dans la main d'Adine. « Avalez tout, Madame Taylor. Pas de cachette sous la langue aujourd'hui. »« D'accord. » Adeline obéit comme un enfant qu'on réprimande. Lennox sentit la colère lui monter. Ma mère essaie de cacher ses médicaments. Les personnes âgées sont parfois un peu confuses, répondit Marla avec un sourire qui n'atteignait pas son regard dur. N'est-ce pas, Madame Taylor? Adeline hocha simplement la tête sans un mot. Une fois la soignante partie, Lennox tenta de reprendre la conversation, mais sa mère semblait encore plus refermée sur elle-même. Ses réponses étaient devenues monosyllabiques. Lorsqu'il tenta de parler de son traitement, elle détourna la conversation. « Comment vont tes enfants? » Et Amanda, demanda-t-elle, parlant de sa belle-fille. « Ils vont bien, maman. Tout le monde pense à toi. Mais revenons à toi. »« J'ai sommeil maintenant, » coupa Adeline. « Les médicaments me font cet effet. » Pendant l'heure suivante, Lennox tenta à plusieurs reprises de faire parler sa mère. Il observa les murs de la chambre, les rares objets personnels, l'absence des photos de famille qu'elle aimait tant. Il remarqua une ecchymose jaunâtre sur son bras. « Que s'est-il passé ici ?» demanda-t-il en touchant doucement l'hématome. « Je me suis cognée contre la commode. »« Tu sais comme je suis maladroite maintenant ?» répondit-elle un peu trop vite. Au moment de partir, Lennox serra sa mère dans ses bras plus longtemps que d'habitude. Il la sentit tendue au début,
puis se détendre comme si elle retrouvait un instant de sécurité. « Je reviendrai vite, maman, dit-il. » Sur le chemin du retour, son malaise ne fit que grandir. Les réponses vagues, la peur dans son regard, l'ecchymose inexpliquée, le changement soudain dans son comportement. Une idée commença à germer. Peut-être était-ce absurde, peut-être exagérait-il, mais il savait qu'il ne pourrait pas dormir tranquille tant qu'il ne connaîtrait pas la vérité. Le lendemain, il retourna à la résidence avec un petit objet dissimulé dans son sac. Pendant qu'il distrayait sa mère avec des histoires des petits-enfants, il installa discrètement une mini-caméra camouflée parmi les livres sur l'étagère. La culpabilité de cette intrusion dans son intimité ne faisait pas le poids face à l'angoisse de ce qui pouvait se passer en son absence. « Je te promets que tout ira bien », lui dit-il en la quittant. Et au fond de son cœur, il espérait pouvoir tenir cette promesse, même s'il ignorait encore ce que les images allaient lui révéler dans les heures à venir. Lennox dormit toute la nuit, hanté par l'image de sa mère, si fragile et apeurée. À l'aube, il se connecta à l'application qui permettait d'accéder à la caméra qu'il avait installée. Les premières heures d'enregistrement ne montraient rien d'anormal. Sa mère dormait, se réveillait parfois, regardait par la fenêtre. Rien de suspect. Peut-être s'inquiétait-il pour rien, pensa-t-il. Mais lorsqu'il avança la vidéo jusqu'à la nuit, son sang se glaça. À 2h15 du matin, la porte de la chambre s'ouvrit. Marla, l'aide-soignante de nuit, entra sans frapper. Lennox augmenta le volume pour entendre ce qu'elle disait. « Encore réveillée, vieille têtue. » La voix n'avait rien de professionnel. Fini le ton poli utilisé devant lui. « Combien de fois faut-il que je te dise qu'après minuit, toutes les lumières doivent être éteintes ? » « J'ai fait un cauchemar, » murmura Adeline. « Un cauchemar ? Et tu crois que je suis là pour te raconter des histoires ? C'est ça ? » Marla éteignit brusquement la lampe de chevet. « Si tu continues à me compliquer la vie, je vais en parler au docteur Wilson pour qu'il augmente tes sédatifs. » Lennox sentit la colère monter. « Mon Dieu !» souffla-t-il. « Comment peut-elle parler ainsi à une patiente ? » Il continua à regarder. Marla replaçait la couverture d'un geste sec, presque violent. Quand Adeline essaya de l'aider, elle reçut une tape sur les mains. « Et ne bouge pas, laisse-moi faire mon travail, tu ne fais que gêner. » Lennox mit la vidéo sur pause. Il n'arrivait plus à regarder. Il inspira profondément, plusieurs fois, pour calmer la rage qui bouillonnait en lui. Après quelques minutes, il se força à reprendre le visionnage. Il avait besoin de preuves, de tout comprendre. Les heures suivantes montrèrent la même chose. Sa mère demandait un verre d'eau, ignoré. Souhaitait aller aux toilettes ? Réponse sèche, ton méprisant. Le mépris était constant. La déshumanisation flagrante. Mais ce qu'il vit vers 4h30 du matin lui donna la nausée. Marla revint dans la chambre, croyant Adeline endormie. Elle alla droit à la petite commode, fouilla les tiroirs et ressortit un objet brillant sous la faible lumière de veilleuse. L'alliance de mariage de la mère de Lennox. Un des rares souvenirs qu'elle gardait de son défunt mari. Personne ne remarquera son absence, murmura Marla en glissant l'anneau dans la poche de sa blouse. Lennox frappa violemment sur la table. « C'est pas vrai. Elle vole ma mère. » Le reste de la journée passa dans un brouillard. Lennox visionna d'autres enregistrements, documentant chaque abus, chaque parole cruelle, chaque petit vol. Le schéma était clair. Quand les soignants savaient qu'ils étaient observés, ils se comportaient correctement. Quand ils pensaient être seuls, leur masque tombait. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» dit-il à haute voix, faisant les 100 pas dans son salon. Son premier réflexe fut de foncer à la résidence, confronter Marla, récupérer la bague, tout dénoncer à la direction. Mais il se ravisa, ce serait peut-être dangereux. Et s'il ne me croyait pas ? Et si sa mère subissait des représailles après son départ ? Cette peur était bien réelle, mais chaque minute qui passait était une minute de trop où sa mère restait entre les mains de cette femme cruelle. Il prit son téléphone pour appeler sa sœur Elisa, puis hésita. Elle vivait dans un autre département, avait de jeunes enfants, ses propres problèmes. Comment lui annoncer une chose pareille ?
Comment lui dire qu'il avait laissé la situation dégénérer à ce point? Il me faut un plan, décida-t-il, s'asseyant pour organiser ses pensées. Il avait les preuves irréfutables, mais il devait agir avec prudence. Sa mère comptait sur lui pour sa sécurité. Cette nuit-là, il repassa toutes les vidéos. Dans l'une d'elles, il remarqua un détail qu'il n'avait pas vu auparavant. Pendant le changement d'équipe, une autre aide-soignante, plus jeune, semblait mal à l'aise face à une remarque de Marla. Peut-être que tout le personnel n'était pas comme elle. Peut-être existait-il des alliés. Et demain, je passe à l'action, se dit-il, pour la première fois sûr de la voie à suivre. Le lendemain, Lennox retourna à la résidence avec un objectif clair. Pendant qu'il parlait avec sa mère, il observa chaque détail, les réactions, les pas dans le couloir, les visages des employés. Il vit la peur dans les yeux de sa mère quand certains passaient devant la porte et comment elle se détendait avec d'autres. Au cours de la visite, il remplaça discrètement la caméra par un modèle à batterie plus longue et avec un meilleur angle de vue. Il installa aussi un petit enregistreur vocal sous le lit. Il avait besoin de preuves solides, incontestables. « Je vais te sortir d'ici, maman », murmura-t-il en l'embrassant pour lui dire au revoir. « Je dois juste m'assurer de le faire comme il faut. » Sur le chemin du retour, il appela un ancien ami, avocat spécialisé dans les droits des personnes âgées. Sans entrer dans les détails par téléphone, ils fixèrent un rendez-vous pour le lendemain. La nuit tomba et Lennox continua à surveiller les images. Chaque nouvelle découverte renforçait sa détermination. Ce qui n'était au départ qu'un doute portait désormais un nom, un visage, des preuves. Et il s'était juré de ne pas se reposer tant que justice ne serait pas rendue. La réunion avec Richard Thompson, son ami avocat, fut plus éprouvante que ce que Lennox avait imaginé. Montrer ces images à quelqu'un d'autre rendait la situation encore plus réelle et douloureuse. « C'est très grave, Lennox », déclara Richard après avoir visionné quelques extraits. « On a ici des cas clairs de maltraitance, de négligence et même de vol. Il faut agir sans attendre. Ce qui me fait le plus peur, c'est que ma mère subisse des représailles si je dénonce tout ça, » répondit Lennox. « C'est pour ça qu'on doit être stratégique, » répondit l'avocat. « Et d'abord, on s'assure de sa sécurité. Ensuite, on passe à l'action. » Guidé par les conseils de Richard, Lennox mit au point un plan. La première étape consistait à faire transférer sa mère en invoquant des besoins médicaux plus spécifiques. Pendant ce temps, il continuerait à collecter des preuves. 3 jours plus tard, Lennox était de retour à la résidence, cette fois accompagné de sa sœur Elisa qui avait pris le premier vol dès qu'elle avait appris la situation. « Je n'arrive pas à croire que tout ça soit réel, » dit Elisa, les larmes aux yeux après avoir vu les enregistrements. « Comment avons-nous pu ne rien voir ? » « Ils sont très prudents, » répondit Lennox. « Ils ne montrent que le meilleur visage quand on est là. » En entrant dans la chambre d'Adeline, celle-ci parut surprise et émue en voyant sa fille. « Elisa, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle. « Est-ce qu'il y avait un rare sourire ? » « Je viens te chercher, maman, » répondit Elisa en prenant ses mains tremblantes. « On t'emmène dans un endroit meilleur. » Les yeux d'Adine se remplirent à la fois de peur et d'espoir. « Je peux vraiment partir d'ici ? » « Oui, maman, » assura Lennox. « Tout est déjà organisé. » Pendant qu'Elisa aidait leur mère à rassembler ses affaires, Lennox se rendit au bureau du directeur, M. Clinton. Le moment du face-à-face qu'il avait mentalement préparé depuis des jours était enfin arrivé. « Monsieur Taylor, que puis-je faire pour vous ? » demanda le directeur en l'invitant à s'asseoir. « Je viens vous informer que nous transférons notre mère dans un autre établissement aujourd'hui, » répondit Lennox, gardant une voix calme malgré la colère bouillonnante en lui. « C'est assez soudain. Puis-je vous demander la raison de cette décision ? » Lennox posa sa tablette sur la table et lança l'un des enregistrements. Le visage du directeur passa de la curiosité polie à l'horreur. « Mais comment ? C'est inacceptable, » balbutia M. Clinton. « Ce n'est qu'un extrait, » coupa Lennox. « J'ai des heures de vidéo comme celle-ci. Ma mère a été maltraitée, humiliée et volée par votre personnel. » Le directeur passa les mains sur son visage, clairement bouleversé. « Monsieur Taylor, je vous assure que je n'étais pas au courant.
Des mesures seront prises immédiatement. Elles le seront en effet, répondit Lennox. Parce qu'en plus d'emmener ma mère aujourd'hui, je vais porter plainte contre votre établissement et croyez-moi, je ne serai pas le seul. En quittant la résidence avec Adeline, ils furent interpellés par une autre famille en visite auprès d'un proche. Une femme d'âge moyen les regarda intriguée. Vous partez avec votre mère ? Demanda-t-elle, hésitante. Oui, répondit Elisa. Nous avons découvert qu'elle n'était pas bien traitée ici. La femme jeta un regard autour d'elle, nerveuse. Mon père aussi. Il a des marques sur les bras. Il dit que ce sont des chutes. Ce fut le début d'une conversation qui allait tout changer. Lennox et Elisa échangèrent leurs coordonnées avec la femme, promettant de partager ce qu'ils avaient découvert. Sur le parking, une autre famille exprima des soupçons similaires. Un réseau commençait à se former. Adeline fut installée temporairement chez Lennox, le temps de trouver un établissement de meilleure réputation. Les premiers jours, elle restait refermée sur elle-même, sursautant au moindre bruit, demandant la permission pour les gestes les plus simples. « Maman, tu peux manger quand tu veux », lui expliqua-t-il, le cœur serré en la voyant aussi conditionnée. « Et tu n'as pas besoin d'attendre qu'on t'autorise. » Peu à peu, Adeline commença à se détendre. Un soir, alors que Lennox l'aidait à se préparer pour la nuit, elle se confia enfin. « J'avais tellement peur, dit-elle, la voix nouée. Il disait que si je parlais, personne ne me croirait, que je n'étais qu'une vieille confuse. »« Je suis désolée, maman, » répondit Lennox, accablé de culpabilité. « J'aurais dû voir les signes. »« Ne t'en veux pas, mon fils. Ils étaient discrets et j'avais honte d'être un fardeau pour vous. »« Tu ne l'as jamais été, » intervint Elisa en entrant dans la chambre, « et tu ne le seras jamais. » Pendant ce temps, Richard travaillait sans relâche sur le dossier. L'épreuve était accablante. D'autres familles commencèrent à se joindre à la cause, formant un groupe de soutien. Certains employés, choqués par ce qu'ils avaient vu ou vécu, décidèrent de briser le silence et d'offrir leur témoignage. Une semaine après le départ d'Adeline, Marla et 2 autres employés furent suspendus. Monsieur Clinton contacta Lennox pour tenter de trouver un accord à l'amiable, craignant les conséquences publiques d'un procès. « Ils veulent étouffer l'affaire », expliqua Richard lors d'une réunion avec les familles impliquées. « Ils proposent une indemnisation en échange de votre silence. » « Il ne s'agit pas d'argent, » répondit Lennox en regardant les autres. « Il s'agit de justice, de changement pour que plus jamais un autre parent ne vive ce que notre mère a vécu. » La décision fut unanime. Ils poursuivraient l'affaire malgré les pressions. Le moment était venu pour toutes ces voix étouffées de se faire enfin entendre. L'affaire d'Adine Taylor fit la une du journal local un jeudi matin. Des seniors maltraités dans une résidence de luxe. Les familles réclament justice, titrait le quotidien avec une photo de Lennox et Elisa aux côtés de leur mère, désormais visiblement plus épanouie. L'écho fut immédiat. Le téléphone de Richard n'arrêtait pas de sonner. Nouveaux témoignages, propositions de soutien, demandes de contact. En 2 semaines, le nombre de familles engagées dans la procédure passa de 3 à. La pression sur la résidence Soleil couchant augmentait chaque jour. Je n'imaginais pas que c'était si répandu, confia Lennox après une réunion du groupe. Chaque histoire me brise un peu plus le cœur. Une enquête officielle fut ouverte par les autorités. Des inspections sanitaires inopinées révélèrent des irrégularités allant bien au-delà des mauvais traitements. Médicaments périmés, dossiers falsifiés, conditions d'hygiène douteuses dans certaines zones. Marla fut arrêtée alors qu'elle tentait de quitter la ville. Sur elle, on retrouva non seulement l'alliance d'Adeline, mais aussi d'autres bijoux et objets de valeur appartenant à des résidents. Lors de son interrogatoire, elle tenta de minimiser les faits. Ce sont des personnes âgées, difficiles, justifia-t-elle. Parfois, il faut être ferme. Le juge ne se laissa pas attendrir. D'autres employés impliqués passèrent des accords avec le parquet, révélant l'existence d'un réseau organisé de vols, de détournement de médicaments et même de falsification de signatures pour valider des traitements inutiles. 3 mois après les premières dénonciations, la résidence Soleil couchant fut temporairement fermée pour restructuration complète.
Selon le communiqué officiel, en réalité, il s'agissait bien d'une intervention des services de santé publique. On a réussi, maman, dit Lennox en montrant le journal à Adeline, désormais installée dans un petit établissement familial, réputé pour son accueil bienveillant. Ce n'est pas que pour moi, répondit-elle avec une assurance qu'on ne lui avait plus vue depuis longtemps. C'est pour tous ceux qui n'ont jamais pu parler. La transformation d'Adeline ces dernières semaines était saisissante. Elle souriait de nouveau, participait aux activités, s'était remise à peindre, son passe-temps de toujours. La peur dans son regard laissait place à une sérénité qui réchauffait le cœur de Lennox. L'affaire prit une dimension nationale lorsqu'une grande chaîne de télévision décida de consacrer un reportage aux abus dans les maisons de retraite. Lennox fut invité à témoigner aux côtés d'autres familles. Sa décision d'installer une caméra, autrefois critiquée comme une atteinte à la vie privée, était désormais citée comme un exemple de protection des plus vulnérables grâce à la technologie. « Je n'ai jamais cherché la notoriété », expliqua-t-il lors de l'interview. « Je voulais juste protéger ma mère. » Mais si notre histoire peut aider d'autres familles à rester vigilantes, à poser les bonnes questions quand quelque chose semble étrange, alors toute cette douleur n'aura pas été vaine. Le témoignage le plus bouleversant pourtant vint d'une source inattendue. Jasmine, une jeune infirmière ayant travaillé à la résidence, accepta de parler publiquement. Elle raconta comment elle avait tenté à plusieurs reprises d'alerter la direction sur les abus sans succès et sous la menace de licenciement. « Je me sentais impuissante », avoua-t-elle en larmes. « Je voyais la souffrance de ces gens chaque jour et je ne pouvais offrir que de petites attentions discrètes dans l'ombre. » Son témoignage fut crucial pour exposer la culture de peur et de silence qui régnait dans l'établissement, où les bons professionnels étaient contraints de se taire, voire de participer au mauvais traitement. 6 mois après le début de l'affaire, la nouvelle tomba. En plus des peines pénales prononcées contre les personnes impliquées, la société gestionnaire du réseau de résidences fut condamnée à verser une indemnisation importante aux victimes et à leurs familles. Plus importante encore, elle fut obligée de mettre en place un système strict de contrôle qualité et de surveillance dans tous ses établissements. Il ne s'agit pas seulement d'argent, déclara Richard lors d'une petite célébration organisée chez Lennox. Il s'agit d'un vrai changement structurel. Ce que vous avez obtenu profitera à des milliers de personnes âgées. Pour Adeline, les effets de cette victoire dépassaient la justice ou l'aspect matériel. Elle avait retrouvé quelque chose de bien plus précieux, sa dignité, sa voix, sa place dans le monde. Par un après-midi paisible, alors qu'elle peignait dans le jardin de sa nouvelle résidence, Lennox à ses côtés, elle fit une remarque qui résumait tout le chemin parcouru. « Tu sais, mon fils, le pire, ce n'étaient pas les mots durs ou même les gestes violents. C'était de sentir que ma vie ne comptait plus pour personne, que je n'étais qu'un fardeau, un problème à gérer. Ce que tu as fait, ce n'est pas juste me sortir de là, c'est me rendre ma place dans ce monde. » Lennox lui prit la main, remarquant que ses tremblements s'étaient apaisés. Les marques physiques avaient disparu. Les blessures de l'âme, elles aussi, commençaient à se refermer. Le silence d'autrefois laissait place à des histoires, des rires, des projets. « Ce n'est que le début, maman, lui promit-il. Le combat continue pour tous ceux qui n'ont pas encore de voix. » Et alors que le soleil se couchait à l'horizon, illuminant le visage serein d'Adeline, Lennox sut qu'au-delà des cicatrices, l'essentiel avait été accompli. La vérité avait éclaté et avec elle l'espoir d'un nouveau départ digne, juste, humain pour tant d'autres.